Alors, bonjour à tous. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir faire partie du congrès de l'amélioration continue avec Meilleur. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction au mode de vie minimaliste. Alors, qui suis-je? Pour commencer, je voulais simplement me présenter. Je suis Marie-Sophie Berruet, alias Mariso la minimaliste. Donc, moi, je guide les gens vers une vie qui est simple, remplie de sens grâce à l'essentiel. Donc, en gros, j'enseigne le mode de vie minimaliste et à tendance zéro déchet. Et j'accompagne vraiment les gens dans leur processus de désencombrement et de downsizing. Donc là, il y a peut-être des mots que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas ou que vous n'êtes pas familier avec. On va justement vous les expliquer. C'est le but, en fait, de cette conférence-là, c'est un peu de démystifier le mode de vie minimaliste et de vous le faire découvrir, de faire découvrir ses bienfaits. Alors, minimalisme, quand on en parle, ça fait souvent peur et la première image qu'on voit, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc, on a l'impression que quand on parle de minimalisme, on va parler d'austérité, qu'on va parler de vivre comme un moine ou comme une nonne. Mais justement, ce n'est pas du tout ça. Ce mode de vie a été souvent très mal interprété. Souvent, les gens pensent que c'est vivre avec rien du tout ou très, 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 très peu. En fait, ce n'est pas une question de quantité d'objets, mais c'est plus une question de qualité des objets qu'on va avoir dans notre vie. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter ma définition, en fait, du mode de vie minimaliste. Donc, le mode de vie minimaliste, c'est en fait plus éliminer tout ce qui est superflu, déterminer son essentiel, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, vous allez le voir, parce que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui est essentiel pour nous, et il y a plein de concepts qui sont mélangés qu'on va justement clarifier durant la conférence. C'est vivre avec moins, c'est pas vivre avec rien, c'est vraiment juste vivre avec moins de choses, c'est être en accord avec ses valeurs, c'est consommer moins, mais plus intelligemment et de manière plus réfléchie vraiment et en pleine conscience. Et c'est se recentrer dans le présent. Alors ça, c'est vraiment ma définition du minimalisme. Vous allez peut-être en trouver différentes. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui font ce que je fais moi également. Notre métier à la base, c'est organisatrice professionnelle. Moi, je me suis un peu détachée de ça parce que je me suis rendu compte depuis 5 ans que j'accompagne des gens dans leur processus que l'organisation, dans le fond, est rarement le problème, est beaucoup plus la cerise sur le sundae, je dirais, et que dans le fond, le problème, souvent chez les gens, c'est la quantité d'objets qu'on va avoir dans une maison. Donc, le but, c'est vraiment de limiter cette quantité-là et de déterminer qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir autour de nous. Qu'est-ce qui nous entoure dans notre environnement dans lequel on vit? Est-ce que ce qui nous entoure fait vraiment du sens, nous correspond à nos valeurs et nous apporte une plus-value dans notre vie? L'encombrement. On va commencer par le problème parce que le minimalisme, pour moi, c'est comme la solution. Donc, l'encombrement, c'est ce qu'on retrouve chez la plupart des gens. Et moi, je dirais que quand je dis la plupart des gens, en Amérique du Nord, c'est vraiment 80%, je dirais, des personnes, en tout cas que moi, j'ai l'occasion d'aider, sont vraiment dans des situations d'encombrement. Donc, quand on sait qu'une maison moyenne nord-américaine contient plus de 300 000 objets, là, je parle d'une maison moyenne, donc même pas de la grosse maison, que la superficie des maisons en Amérique du Nord a augmenté de 60% depuis les années 70. La maison moyenne, c'est environ 2200 pieds carrés de surface habitable, donc c'est vraiment énorme. On a vraiment pris de l'expansion, comme je dirais, donc on a comme agrandi et on s'étale de plus en plus. Et au lieu de régler le problème, plus on a d'espace et plus cet espace tend à être rempli. Donc ça, c'est des lois physiques, c'est vraiment ça. Donc l'humain a vraiment beaucoup de misère avec le vide. Donc plus il va avoir de la place, eh bien, au lieu de juste s'organiser puis que les choses soient plus légères, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque fois qu'il y a du vide, il va essayer de le remplir.
Et que aussi une autre statistique, le nombre de locations d'entrepôts, donc des locaux extérieurs à la maison qu'on loue pour justement stocker du matériel ou des objets, a augmenté aussi de 20 dans les 5 dernières années. Tout ça pour vous montrer à quel point on accumule des objets, à quel point on garde et on s'attache énormément aux objets et à quel point la quantité d'objets, justement, peut devenir un problème et un problème qui peut être très lourd, en fait, sur la gestion quotidienne. Donc, les niveaux d'encombrement. Parce que quand je vous parle d'encombrement, comme je vous disais, on est toutes un peu en situation d'encombrement parce que ça fait partie de notre société de consommation et je dirais même de surconsommation dans laquelle on vit depuis des années. Donc, mais il y a quand même des niveaux d'encombrement. L'encombrement premier que je vois chez les gens, c'est vraiment l'encombrement qui est simplement dû à la vie. Alors, c'est quoi l'encombrement dû à la vie? C'est simplement qu'au courant de la vie, on a des étapes dans lesquelles on passe et durant ces étapes-là, on va accumuler du matériel. Exemple, eh bien, on sort de notre maison familiale où on a grandi, on va avoir notre premier appartement. Eh bien là, c'est la première fois où on va acheter du matériel ou on s'en fait donner de la famille, un trousseau, comme on dit au Québec. Donc, on part avec des choses pour démarrer notre premier chez nous, notre premier logement, l'endroit où on va habiter pour la première fois seul. Ensuite, ce qui arrive, il y a différentes étapes qui vont arriver. On va peut-être se mettre en couple, puis l'autre personne vivait dans un appartement également. Cette personne-là va venir habiter avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est 2 ménages qu'on va mettre ensemble dans le même endroit. Et souvent, c'est là où on commence une situation d'encombrement parce qu'on a des choses qu'on va avoir en double, des fois en triple, et qu'on va avoir de la misère à décider qui va garder quoi et qu'on accumule les choses, en fait, au lieu de se débarrasser de certaines affaires qu'on a en double. La prochaine étape, c'est souvent l'arrivée des enfants. Donc, quand on a des enfants, surtout en bas âge, on va avoir beaucoup de matériel, on va avoir beaucoup de jouets, on va avoir beaucoup de linge, beaucoup d'accessoires aussi, donc que ce soit la poussette, le banc d'auto, donc toutes ces choses-là qui sont aussi des choses très volumineuses vont justement commencer à encombrer. Et ce qui va arriver, c'est qu'après ça, les enfants vont grandir. Donc, à l'adolescence, ils n'ont plus les mêmes besoins. Mais ce qui arrive, c'est qu'à chacune de ces étapes, au lieu de réévaluer la situation et de faire sortir ce qu'on n'a plus de besoin, on les garde. Et d'année en année, on va accumuler du stock et que finalement, au bout du compte, quand les enfants vont partir, on garde les choses encore parce qu'au cas où qu'ils reviendraient pour faire un tour à la maison, on garde souvent leur chambre telle qu'elle est. Et on va finir par garder toutes ces années de vie vont être accumulées en quantité d'objets parce qu'on n'aura jamais fait de ménage ou de tri durant la vie. Et ce qui arrive, c'est que dans nos maisons, mais il y a plus de stock qui rentre que ce qui sort. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, nos maisons arrivent à saturation. Puis quand je dis maison, c'est un appartement, un logement, peu importe le type de maison que vous avez, ça s'applique vraiment à tous les environnements dans lesquels vous vivez. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours plus de stock qui rentre que ce qui sort. Donc, on se retrouve au fil du temps avec une maison qui est pleine à craquer, des armoires, des tiroirs, des garde-robes qui sont toutes pleines et plein de choses qui ne sont plus vraiment utiles ou d'actualité pour nous. Donc, ça, c'est vraiment l'encombrement qui est comme, entre guillemets, normal dû au courant de la vie et à notre société de consommation. Ensuite, on a 2 autres niveaux d'encombrement qui sont beaucoup plus problématiques. Donc, on a le trouble d'accumulation compulsif, le TAC, qui avant a été mis avec les TOC, donc les troubles obsessifs compulsionnels, et qui maintenant a été vraiment séparé par la psychologie parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des mécanismes qui étaient quand même différents. Donc, le trouble d'accumulation compulsif, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide aussi plus psychologique, d'un accompagnement. C'est des gens qui vont vraiment accumuler tellement que ça va devenir dangereux pour leur santé physique parce qu'ils vont avoir des piles qui vont être jusqu'en haut des murs. On va souvent avoir des labyrinthes pour rentrer dans les pièces. Les sorties de secours ne vont plus être accessibles. Des fois, il y a des gens qui se blessent parce que des piles de choses leur tombent dessus. Donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est une coche au-dessus que juste l'encombrement qu'on a un peu par le cours de la vie. Et le dernier niveau d'encombrement, c'est le syndrome de Diogène. Donc ça, c'est encore une coche au-dessus dans le sens où les gens qui vont être dans cette situation-là vont accumuler tellement qu'elles vont même accumuler leur vidange. Donc, ils ne vont vraiment plus rien sortir de la maison. Donc, la nourriture avariée,
justement les vidanges, les poubelles, tout ça va rester dans la maison et va être complètement déstructuré. Les troubles d'accumulation compulsive, des fois, ont quand même une certaine structure, les choses sont classées, alors que les syndromes de Diogène, tout est mélangé et qu'on va aller justement à l'insalubrité et aussi à la négligence de l'hygiène corporelle. Donc là, on a vraiment un autre niveau qui est beaucoup plus intense. C'est des gens qui ont besoin d'intervention, qui ont besoin d'accompagnement et que c'est vraiment un processus très long pour les sortir en fait de ce genre de problématiques qui sont vraiment rentrées dans les problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous donner un peu une idée de c'est quoi l'encombrement et de qu'est-ce que le minimalisme peut vous apporter. Les effets néfastes de l'encombrement. Alors, en fait, on sous-estime énormément ce que notre environnement physique a comme impact sur nous. Le fait d'avoir une maison qui est encombrée ou surencombrée va apporter une énorme charge mentale parce que tout ce matériel, tout ce stock, tous ces objets que vous avez dans votre maison, vous allez devoir les gérer. Donc, c'est un énorme poids. Vous allez tout le temps devoir penser à la vaisselle, le lavage, toutes les tâches, en fait, qui sont connexes à tout ça, vont être énormément difficiles à gérer et très lourdes. Ça va être souvent une source de tension ou de dispute au niveau familial. Parce que si vous avez justement des enfants, une vie familiale, eh bien, la situation de désorganisation de la maison va tout le temps être un problème. On va avoir beaucoup de chicanes, peut-être avec le conjoint, avec les enfants, ramasse tes affaires, on n'a pas le temps de ranger, il y a toujours du désordre. Donc ça fait partie de ça. Et souvent, ce que les gens pensent, c'est qu'ils sont juste désorganisés, qu'il leur manque de structure. Mais en fait, le problème numéro un, c'est l'encombrement, donc la quantité d'objets qu'on a, parce que plus on a du stock, plus c'est lourd à gérer, plus c'est compliqué à gérer. Donc, même si vous essayez d'organiser vos affaires, de les structurer, ça sera, je dirais, voué à l'échec, malheureusement, parce que ce n'est pas le fond du problème. On essaye, en fait, moi je dis tout le temps que quand on essaye d'organiser une maison qui est encombrée ou surencombrée, ce qu'on fait, c'est qu'on met un plaster sur une fracture. Donc, en fait, on ne règle absolument pas le problème, on pallie. Et ce qui fait que simplement, on essaye de quand même garder cette structure et ça devient aussi extrêmement énergivore parce que gérer tout ce stock-là, cette énorme quantité de matériel, fait que la structure est très fragile. Il faut tout le temps la garder à l'ordre, il faut tout le temps la ramener, ce qui fait que c'est très, très lourd à gérer. C'est beaucoup de perte de temps parce que vous allez passer énormément de temps à ramasser et ranger votre maison. C'est beaucoup de perte d'énergie parce que justement, vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie à gérer tout ça. Et c'est souvent une grande perte d'argent également parce que ça veut dire que vous n'avez pas une conscience de comment vous consommez. Et que souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'on va racheter des objets qu'on a déjà parce qu'on simplement ne les trouve plus, on ne sait plus où ils sont et qu'on n'a aucune idée de l'inventaire qu'on a dans notre maison. Normalement, on devrait pouvoir savoir de mémoire c'est quoi qu'on a dans notre maison et où sont nos affaires. Mais avec une maison qui est encombrée ou surencombrée, eh bien, c'est extrêmement difficile de savoir c'est quoi l'inventaire qu'on a et de le gérer. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a toute cette lourdeur qui va vraiment être liée à votre environnement où vous vivez. Les effets néfastes, c'est évidemment un impact sur la santé mentale. Donc, quand on parle de charge mentale, évidemment, quand on a toute notre maison à gérer, le lavage, l'épicerie, les listes, l'affaire des enfants, les rendez-vous, les choses de même, c'est une telle grosse charge que souvent, ce qu'on voit, les personnes que j'accompagne sont souvent sur le bord d'un burn-out ou d'une dépression parce qu'il y a une telle lourdeur et une telle dissonance aussi avec l'environnement qui les entoure qu'ils ne se sentent pas bien. Moi, je dis tout le temps que l'environnement dans lequel on vit, l'endroit, notre maison, c'est un peu une extension de qui on est et comment on file. Donc, c'est sûr que si notre environnement, en fait, est tout le temps en désordre, ça veut dire que c'est aussi en désordre dans notre tête. Donc, c'est très difficile après ça d'être fonctionnel, d'être structuré dans les restes des sphères de notre vie. Parce que moi, quand je parle du minimalisme,
Oui, je vous en parle en premier par les objets parce que c'est plus concret, puis c'est par là qu'on commence quand on veut devenir minimaliste ou qu'on veut faire un processus de désencombrement. Eh bien, on va toujours commencer par les objets. Mais on va rapidement voir que ça s'étend sur toutes les sphères de notre vie, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, l'autre impact que ça peut avoir, c'est un impact sur votre santé physique. Et ça, c'est vraiment impressionnant à quel point ça peut l'être. Je vais vous parler de mon exemple, en fait, petite anecdote, mais moi, j'ai découvert le métier d'organisatrice professionnelle et ma mission, ma vocation, en fait, de vouloir aider les gens avec ça, c'est en faisant moi-même un burn-out, en vivant dans une maison avec un ex-conjoint qui avait 3 enfants, dans une maison pleine à craquer et dans laquelle je n'avais même pas une place dans un tiroir pour mettre mes affaires. Donc, vous voyez, c'était vraiment très, très lourd. Et j'avais une job à temps plein à ce moment-là et j'essayais de gérer toute la situation familiale. Donc là, quand je parle de tout, c'est oui, la quantité d'objets, bien entendu, parce que tout était plein, tout était difficile de garder à l'ordre. C'était des enfants qui avaient en plus un TDAH, donc c'était difficile de garder une structure. Donc, je me suis épuisée à vouloir juste garder cette maison-là à l'ordre et de garder aussi la structure familiale à l'ordre. Parce que tout découlait aussi de la quantité d'objets. Ben là, il n'y a pas de lavage, il n'y a pas d'habits propres pour les enfants pour l'école. Il y avait toujours une espèce d'engrenage là, qui était lié à la gestion de la maison. Et oui, ça m'a amené un épuisement mental, mais ça m'a amené aussi à des douleurs chroniques. Et on a changé de maison parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce qui se passait, puis je me disais la même affaire que se dit tout le monde, c'est je n'ai pas assez de place. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au lieu justement de désencombrer? Eh bien, on est allé acheter une maison plus grande, plus grosse, puis ça a juste réparti le problème dans plus de pièces, dans plus de superficie. Et je me suis encore plus épuisée. Et à ce moment-là, c'est là où les douleurs chroniques sont apparues. Et là, à l'âge d'à peu près 35 ans, je pense 34, 35, je n'arrivais plus à plier mes genoux, je n'arrivais plus à me déplier le matin. Je descendais les escaliers en me tenant la rambarde marche par marche pour descendre et tout. Puis je prenais une douche d'au moins 20 minutes pour comme me délier. J'étais complètement comme crispée, tendue. Et moi, je pensais à ce moment-là que j'avais commencé à faire de la fibromyalgie. Donc, je me disais, bon, ben ça y est, je scrape, je ne pouvais plus faire de sport, j'avais des douleurs tout le temps, j'étais sous des anti-inflammatoires tout le temps et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis rendue là? Et finalement, quand j'ai décidé de quitter, de sortir de cette relation, de sortir de cette situation, je me suis retrouvée dans un appartement que j'ai choisi, qui est épuré, où j'ai juste les choses dont j'ai vraiment de besoin, qui me correspondent, qui sont mon essentiel. Et l'espace de 1 mois et demi, les douleurs ont complètement disparu. J'ai pu recommencer à faire du sport, à refaire toutes mes activités comme avant. J'ai arrêté les anti-inflammatoires. Tout a disparu comme quasiment par magie. Donc, et c'est à ce moment-là, avec le recul, que j'ai réalisé que toute cette vie-là, tout ce poids de cette structure de cette vie que j'avais dans cette maison-là était tellement lourde que finalement, ça avait fait sortir les douleurs chroniques. Donc, moi, je veux juste vous donner cet exemple pour vous montrer à quel point on néglige en fait notre environnement physique dans lequel on vit. On essaie toujours d'améliorer notre situation. On va aller faire de la méditation, du yoga, peu importe des activités qui nous font du bien. On sort beaucoup justement aussi pour se distraire, mais on ne prend pas soin de l'endroit dans lequel on vit à tous les jours ou l'endroit où on devrait pouvoir se ressourcer et se reposer, qui finalement est tout l'inverse, c'est un fardeau et une source de stress. Et que finalement, moi, je constate que tout ce qu'on fait à l'extérieur, tous les plaisirs qu'on va chercher à l'extérieur ou les bienfaits, le bien-être, en fait, qu'on s'apporte en allant à l'extérieur de notre maison, eh bien, il s'annule au moment où vous passez la porte parce que si votre maison est une charge, est un fardeau, est un poids, bien, tout ce que vous faites à l'extérieur s'annule automatiquement au moment où vous allez passer la porte et rentrer chez vous. Moi, ma maison était rendue qu'elle me donnait de l'anxiété et que j'étais mieux au travail que de rentrer à la maison. Je savais que quand je partais du bureau, mon anxiété commençait à monter parce que je savais que j'allais rentrer à la maison. Donc, vous voyez, je veux juste vous donner cet exemple-là pour que vous voyez à quel point ça peut avoir des impacts et qu'on le néglige énormément. Et le dernier impact, bien entendu, c'est sur la santé financière. Bien entendu, quand on apprend à consommer moins et mieux, eh bien, on fait beaucoup plus attention à ses dépenses et souvent le budget devient beaucoup plus positif.
Quand on voit aussi le niveau d'endettement au Québec et en Amérique du Nord, c'est assez impressionnant. Donc, le but aussi, c'est de comprendre notre consommation et de se dire, mais est-ce que ces choses-là, j'en ai vraiment de besoin? Est-ce que ça fait vraiment partie des choses qui apportent du plus dans ma vie? Et quand on commence à vraiment réfléchir à ces affaires-là, eh bien, on consomme de manière complètement différente. Donc oui, moi, je dis tout le temps, j'arrive comme au bout de la roue, c'est-à-dire que j'arrive chez les gens pour les aider à comprendre tous ces mécanismes-là, à sortir d'une situation d'encombrement, à faire le processus pour justement s'alléger. Mais il faut aussi comprendre que même si moi j'arrive au bout de la roue et qu'on fait ce processus-là, il faut absolument arrêter l'hémorragie. Et l'hémorragie, ben, elle est au départ, elle est quand on achète des choses avec tout ce qu'on fait rentrer chez nous. Donc, c'est ça, c'est vraiment apprendre à, oui, faire sortir ce qu'on a le plus besoin, mais surtout faire extrêmement attention à ce qui rentre chez nous pour qu'on ne se retrouve plus jamais, en fait, dans cette situation d'encombrement-là. Parce que quand on fait un processus de désencombrement, c'est pas quelque chose de facile. Il n'y a pas de baguette magique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut faire, qui peut être lourd, qui peut être demandant, mais les bénéfices au bout sont vraiment, vraiment super bons. Quand on est dans une situation d'encombrement, eh bien, en fait, on est rendu l'esclave de notre maison. Parce que qui parmi vous n'a pas pris des vacances ou des congés pour faire du ménage à la maison, pour faire le ménage de printemps, pour faire du rangement dans le garage, pour justement serrer les affaires, faire du tri dans les vêtements, les affaires de même. Donc, vous voyez, quand vous prenez congé, que vous prenez des vacances, que c'est des moments où vous devriez vous reposer, vous ressourcer également, mais que vous les prenez de nouveau pour gérer votre maison, c'est là où on voit que la maison, en fait, devient une problématique, devient quelque chose qui vous crée des problèmes au quotidien et qui vous empêche, dans le fond, de vivre vraiment. Vous devenez vraiment esclave de votre maison. Et j'en entends plein des gens là, qui font comme « Ah oui, en fin de semaine, oui, j'aimerais faire ça, mais on ne peut pas parce qu'il faut s'occuper du terrain, on ne peut pas parce qu'il faut faire du lavage, on ne peut pas parce qu'il faut ci, il faut ça. » Je comprends que dans la vie, bien entendu, il y a des « il faut que », il y a des choses qu'on doit faire. Mais quand on adhère au mode de vie minimaliste, eh bien, on se rend compte à quel point ça simplifie absolument toutes les routines, que ça simplifie la vie au quotidien et que ça donne beaucoup plus de temps justement pour pouvoir profiter de la vie. Et souvent, ce qu'on pense, c'est qu'on pense que nous, on possède nos objets. Mais si on est là à passer notre temps à les entretenir, à les ranger, à les ramasser, eh bien, ce sont nos objets qui nous possèdent et ce n'est pas l'inverse. Donc, c'est vraiment ça que je veux essayer de vous faire voir en fait les biens matériels d'une autre manière, de les voir d'une autre perspective, parce que souvent, ce qu'on voit dans notre société de consommation et de surconsommation, encore une fois, c'est qu'on prône tellement que l'avoir, que les biens, que tout ça, bien, c'est aussi synonyme de réussite. Donc, c'est un peu ça qu'on va aussi déstructurer et défaire aujourd'hui. Comment devenir minimaliste? Alors, le mode de vie minimaliste, c'est pour tout le monde. Parce que des fois, j'entends des gens qui me disent « Ouf, oui, mais ça, c'est pas pour moi. Genre, c'est pour une élite. » C'est pour absolument pas. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, pour n'importe quelle personne, de n'importe quelle culture, de n'importe quel statut social, de n'importe quel métier. Il n'y a aucune importance. Le mode de vie minimaliste, c'est vraiment une genre de philosophie. Donc, on y adhère et si ça nous fait justement du bien. Donc, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de règles en tant que telles dans le minimalisme. Il n'y a pas une quantité d'objets non plus qu'il faut atteindre pour se dire « je suis minimaliste ». Quand on fait un processus pour devenir minimaliste, eh bien, c'est vraiment un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est fait en un claquement de doigts. Malheureusement, je ne suis pas encore Mary Poppins. Je n'ai pas un sac magique où je peux vous sortir des solutions miracles. C'est vraiment un travail à faire. Donc, d'abord, le premier point à faire, le premier travail, c'est vraiment de faire le bilan de votre situation. De savoir, OK, moi, je suis rendue où? C'est quoi mon niveau d'encombrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été déclencheur peut-être de ça aussi? Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Est-ce que c'est le décès de mon conjoint qui a fait qu'il y a eu un moment donné où on perd un peu le contrôle de la maison ou, mettons, la gestion de la maison est moins importante puis on peut perdre le contrôle un peu. Donc, c'est vraiment faire ce bilan-là, se dire, je suis rendue où? C'est quoi qui se passe dans ma vie? Puis après ça, c'est de prendre action. De se dire, bon, OK, là, je veux prendre action, je veux changer ma situation, je veux l'améliorer.
et se donner un échéancier qui est réaliste. Parce que justement, si vous avez accumulé pendant 30 ans dans votre maison des choses durant les 30 dernières années de votre vie, c'est sûr que ce n'est pas en une fin de semaine que vous allez régler le problème, que vous allez pouvoir faire le ménage de tout ça. Donc, ça va être vraiment de faire un échéancier, de le placer, de le mettre à votre agenda aussi, parce que c'est toujours la tâche que vous allez vouloir repousser. Bien entendu, il n'y a personne qui dit « Youpi, en fin de semaine, je m'en vais faire du ménage, puis je m'en vais faire du tri d'objets qui ne servent à rien. » C'est pas le fun, mais plus vous allez le faire, plus vous allez découvrir les bienfaits. Je donne tout le temps l'exemple du sport, d'aller au gym. Quand on va au gym, la première fois qu'on lève du poids, ben crème, c'est dur, c'est pénible, c'est pas le fun. Le lendemain, on a des courbatures, ça fait mal, on n'est pas content. Mais finalement, plus on y va, plus on voit les bienfaits et plus ça devient facile. Et il y a un moment donné même où on ne peut plus s'en passer. On veut aller au gym. Si on n'a plus le temps pour y aller, ça ne marche pas. On fait de ça une priorité. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec le processus de désencombrement. Au début, quand on commence, c'est dur, c'est demandant. Puis après ça, plus vous allez le faire, plus vous allez vous sentir à l'aise, plus ça va aller vite, plus vous allez vous poser les bonnes questions rapidement et plus ça va être facile justement de faire ce processus-là. Et ce qui va être important, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, c'est le maintenir sur le long terme. Alors, maintenir sur le long terme, ça veut dire également réévaluer sa situation plusieurs fois parce que l'organisation ou, mettons, les objets qui sont aussi dans notre maison, ça doit évoluer avec nous. Donc, si votre situation change, eh bien, ça se peut que les objets que vous ayez autour de vous aient à changer également. Donc, c'est vraiment à ça, c'est toujours quelque chose, il n'y a pas de début ou de fin vraiment à ce processus-là. Il y a un début, c'est quand on décide de se prendre en main et de se mettre en action pour vraiment changer les choses. Puis la fin, c'est quand on atteint notre niveau d'équilibre, notre niveau où on se sent bien chez nous, où on se rend compte que notre environnement nous correspond et qu'on a vraiment plus un sentiment de stress ou d'anxiété par rapport à notre maison, mais qu'on a vraiment ce sentiment de bien-être, qu'on se sent bien chez soi. Donc, c'est vraiment ça. Puis ça, justement, pour le maintenir, il faut toujours le réévaluer puis se dire, est-ce que c'est correct? Puis des fois, vous allez voir que dans un processus, on fait des fois une première couche, puis d'un coup, on se rend à un point, puis on se dit, ah, peut-être que je pourrais en enlever encore un petit peu plus, puis je serais encore mieux. Puis là, des fois, on repasse sur les pièces, puis on finit par justement trouver ce rythme de croisière, en fait, où on fait sortir les choses plus que ce qui rentre de l'autre bord. Comment devenir minimaliste également? C'est, comme je vous disais, s'ancrer dans le présent. Alors, s'ancrer dans le présent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment faire le deuil du passé, comme je le dis ici, ne pas s'inquiéter pour le futur et s'ancrer dans le moment présent. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on parle beaucoup de l'avoir, mais l'avoir, en fait, est très lié avec qui on est. Ce qu'on possède, c'est souvent intimement, on s'identifie, en fait, à qu'est-ce qu'on possède. Et ce qui arrive, c'est que je me suis rendu compte au fil du temps que j'accompagne les gens, c'est qu'il y a comme 3 types d'objets dans nos vies. Il y a les objets du présent qu'on utilise à tous les jours, comme notre tasse qu'on prend tous les matins pour boire notre café, notre brosse à dents, les choses vraiment, notre linge qu'on porte tous les jours. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont sur le roulement et avec lesquelles on a le moins d'attachement, en fait, émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on les utilise. Un objet, on n'oublie pas que normalement, il est supposé être utilisé. Et par contre, dans nos vies, on a d'autres objets qu'eux autres, on utilise souvent beaucoup moins, ou voire pas du tout, mais ils font partie de nos vies également. Donc, on a les objets du futur. Alors, les objets du futur, c'est les fameux « au cas où que j'en aurais besoin un jour ». Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on garde des « au cas où que » ? C'est que dans le fond, on ne fait pas confiance à la personne qu'on sera demain ou dans 1 an ou dans 5 ans pour pouvoir faire face à la situation éventuelle. On s'imagine un futur qui n'existera peut-être même pas. Mais ça va vraiment aller chercher une émotion qui est une certaine anxiété, une peur de manquer également, qui est d'ailleurs assez ancrée au Québec, cette peur du manque. Donc, c'est vraiment cette inquiétude pour le futur. Ou aussi pour le futur, des fois, on regarde les choses. Un jour, j'aurai le temps de faire de la pâtisserie. Un jour, j'aurai le temps de faire de la couture. Donc, on garde du tissu, de la laine, le moulin à coudre, parce qu'on aspire à être une personne meilleure que celle qu'on est aujourd'hui.
Donc, on se dit, ah ben oui, Ricardo, c'est donc bien un bon cuisinier, il a l'air donc bien d'une bonne personne. Moi, j'aimerais être une belle, bonne personne comme lui, donc il faut que je cuisine bien. Donc, on se met cette espèce d'image que si on a le matériel, qu'on a tous les gadgets de cuisine pour pouvoir faire les affaires, un jour, on deviendra cette meilleure personne qui cuisine bien. Donc là aussi, c'est de faire cette différence-là, c'est de dire, est-ce que j'aspire à quelque chose qui est vraiment réel ou est-ce que c'est un fantasme auquel je me rattache qu'un jour, peut-être, je voudrais avoir ces affaires-là? Exemple, petite anecdote, encore une fois, pendant que j'étais justement avec mon ex, je voulais être la belle-mère parfaite et je me disais que la belle-mère parfaite devait faire des belles collations santé pour les enfants et que mon fantasme à ce moment-là, c'était d'avoir le beau KitchenAid mélangeur, là, vous savez, le gros là, qui va sur le comptoir. Je l'avais déjà vu, je le voulais rouge. C'était comme mon fantasme. Je me disais, ah mon Dieu, quand je vais avoir ça, je vais être la parfaite belle-mère parce que je vais faire de la pâtisserie puis ça va être super. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'ai essayé ça pour mourir, faire de la pâtisserie. Donc, vous voyez, c'était vraiment cette image que j'avais que je serais une meilleure personne si j'avais un KitchenAid sur le comptoir. Donc, ça, c'est tout ce qui a lien ou rapport avec les objets du futur. Donc, les Okazuka ou d'aspirer à être une meilleure personne qu'on l'est aujourd'hui. Et ensuite, on a les objets du passé. Les objets du passé, eh bien, ce sont tous nos souvenirs. Ce sont les choses qu'on ramène de voyage, nos cahiers d'école, nos jouets d'enfance, toutes ces affaires-là qu'on a accumulées aussi pendant les années. Et ça nous ramène à une personne qu'on a été, mais qu'on n'est plus. Donc, ça nous amène à faire un deuil de ces personnes, de cette personne-là qui fait partie de nous, qui est rendue qui on est aujourd'hui, mais qu'on n'est plus exactement. On n'est plus la personne qui jouait avec les toutous. On n'est plus la personne qui était au cégep. On n'est plus la personne qui a eu son premier appartement. Ces personnes font partie de nous, mais ce ne sont plus la personne actuelle qu'on est en ce moment. Donc, il faut vraiment faire le deuil de ces petites personnes qu'on a été et le deuil de ces objets-là. Donc, c'est les objets qui sont les plus difficiles à se défaire parce que ce sont ceux avec lesquels on a le plus gros lien affectif. Parce qu'ils nous rappellent des émotions qu'on a déjà vécues, comparé à ceux du futur qu'on s'imagine quelque chose, mais que si on arrive à avoir une certaine imagination de ce qu'on pourrait vivre, mais ceux du passé, on a vraiment vécu l'émotion, on se souvient pertinemment du voyage, du bien-être qu'on a eu pendant le voyage ou de la personne qui nous a offert un cadeau, puis comment on l'aimait, cette personne-là, puis des choses comme ça. Donc, ces émotions-là sont extrêmement fortes parce qu'on les a déjà vécues, on s'en souvient, elles font partie de nous. Donc, c'est simplement de dissocier l'objet par rapport à l'émotion, de se dire que l'émotion n'est pas ancrée dans l'objet. L'objet, c'est juste un objet. Et l'émotion, elle est dans notre tête et dans notre cœur. Donc, on n'a pas besoin de l'objet en tant que tel. D'ailleurs, quand on parle de nos souvenirs, c'est bien rare qu'on doive aller chercher la boîte dans le garde-robe, au fin fond du garde-robe, avec l'objet en question pour s'en souvenir. On s'en souvient très bien sans les objets dans nos mains. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire un peu qu'il faut se ramener dans le présent. Et le minimalisme, en fait, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup se détacher en fait, du paraître pour revenir à l'être. Parce que dans notre société de consommation, justement, on nous a beaucoup mélangé des choses. Donc, on nous a beaucoup fait nous identifier à travers les objets qu'on achète. Le quartier dans lequel on vit, la taille de notre maison, la taille de l'entrée du char dans notre entrée, je veux dire, l'année de notre auto aussi. Si on ne renouvelle pas notre auto si longtemps, ouf, c'est qu'on a un vieux bazou, ouf, ça veut dire qu'on est pauvre. On a beaucoup associé aussi la quantité de biens à la réussite et la richesse. Donc, plus on avait de stock, plus on avait une grosse maison, ça veut dire qu'on avait réussi et qu'on avait de la richesse, on avait de l'abondance. Sauf que si on comprend bien les mécanismes en fait de l'encombrement et du minimalisme, c'est qu'on se rend compte que c'est une fausse abondance. Oui, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de matériel, mais en fait, ça manque de vie, d'expérience. C'est vide. Les objets, là, c'est vide. C'est juste du matériel. Donc, c'est vraiment de se défaire de ce paraître pour revenir à qui on est. C'est déterminer qu'est-ce qui est essentiel. Puis là, il n'y a pas de règle. Je ne vais pas vous dire ça, c'est essentiel. C'est simplement vous dire, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, mon essentiel à moi ne sera pas le même que le vôtre.
Et c'est ça qui est important de définir. Comme mettons encore un exemple, il y a des gens qui diront peut-être, ah, mais Marisol, elle n'est pas minimaliste parce que Marisol, elle a du matériel de sport à plus finir. Alors oui, j'ai un vélo, j'ai des skis de fond, j'ai des patins, des raquettes, j'ai du matériel de plongée. Donc, vous voyez, j'ai du stock, mais moi, le plein air, c'est mon essentiel. C'est mon ressourcement, c'est des choses qui me font du bien. Et ce matériel-là, je l'utilise régulièrement. Donc, ça fait partie de mon essentiel. Donc, c'est correct d'avoir ces objets-là. Comme je vous le disais au début, être minimaliste, ça ne veut pas dire vivre avec rien, ne pas avoir d'objets, ne pas avoir de loisirs, ne pas avoir de décoration. C'est vraiment se dire, est-ce que c'est mon essentiel? Est-ce que c'est vraiment important? C'est justement se reconnecter à soi pour se dire, mais qui je suis? Parce que si on ne sait pas qu'est-ce qui est mon essentiel, c'est que je ne sais pas qui je suis. Donc, vous voyez, ça a une dimension beaucoup plus grande que juste vraiment se dire, c'est quoi les objets que j'achète? C'est être en accord avec qui on est, avec nos valeurs. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des choses qui nous entourent qui ne nous correspondent pas à nos valeurs, et il y a comme une dissonance. Et c'est là où on va se sentir comme mal chez nous. On se dit, ben, je rentre chez nous, mais je ne me sens pas bien, je ne me sens pas chez moi. Ça veut dire que votre chez vous ne vous ressemble pas et que vous ne savez pas c'est quoi votre essentiel. Et les objets qui nous entourent, en fait, tout ce qui est le superflu, je vous disais au début, on va éliminer le superflu. Tout ce qui est superflu, en fait, vous détourne toujours de ce qui est vraiment important. Ça va vous distraire, ça va vous manger de l'énergie, ça va vous manger du temps, au lieu de pouvoir mettre justement tout ça pour les choses que vous aimez vraiment faire, pour ce qui est vraiment important pour vous. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire vraiment quand on devient minimaliste. Il y a aussi des points extrêmement importants quand on veut devenir minimaliste, c'est qu'il faut faire la différence entre certains points, entre certaines émotions ou notions. La société, quand le marketing, beaucoup aussi, quand veut vous faire acheter des choses, parce que justement, on est une société capitaliste qui veut que les gens achètent, consomment. On travaille, on fait de l'argent et on achète des choses. Ce qu'on a beaucoup tordu ou distorsionné, mettons, avec le marketing, c'est vraiment les émotions qu'on vit. On nous dit dans des publicités, ah, va t'acheter telle dernière bébelle, le dernier téléphone, le dernier ordi, le dernier char, non, tu vas être heureux. C'est ça qui va te rendre heureux. Alors, ça, c'est un mensonge. C'est pas du bonheur. Le bonheur ne viendra jamais des objets qu'on nous donne. Le bonheur vient simplement de ce qu'on vit. Ce qu'on a comme émotion, en fait, quand on achète quelque chose, c'est du plaisir. Et c'est pas du tout la même hormone et la même chose qui se passe dans le cerveau. Pareil, on nous dit qu'on a ce besoin. Tu as besoin du dernier téléphone, tu as besoin d'un nouveau char. C'est pas vrai. Tu désires. On nous crée des désirs, on ne nous crée pas des besoins. Et c'est aussi de comprendre qu'un objet, quand on l'achète, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Un objet ne prend pas de la valeur plus longtemps vous le gardez. Au contraire, un objet, dès que vous le sortez du magasin, il est totalement dévalorisé. C'est encore pire qu'une auto. Là. Donc, c'est vraiment, ça ne vaut, pas que ça ne vaut plus rien, vous l'avez acheté, mais il n'a pas de valeur sur le long terme. Il ne va pas prendre de la valeur sur le long terme. C'est une dépense. Ce n'est jamais un investissement. Donc, malgré que si vous gardez des objets que vous avez depuis des années et tout, parce que vous dites, mais oui, je l'avais payé 100 $, ben oui, mais il ne vaut plus rien aujourd'hui, il ne le vaut plus, ce 100 $. Et plus vous les gardez longtemps, plus ils se dévalorisent. Et c'est faire la différence entre simplement exister ou vivre. Donc, vous voyez, c'est vraiment des notions qui sont vraiment très, très confrontantes. J'espère que ça va vous amener à cette réflexion-là. Ça nous amène à aller à contre-courant de notre société de consommation et de surconsommation. Donc, c'est de ne pas se laisser brainwasher par le marketing et tout ça et de faire vos propres choix par vous-même, de faire vos choix de consommation en pleine conscience, donc en étant vraiment là et en décidant pour vous et de manière réfléchie, pas par compulsion ou justement par émotivité. Parce que souvent, on va aller vous chercher sur une émotion avec le marketing aussi et c'est ça qu'on va aller vouloir vivre. Donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que cette émotion-là est réelle ou est-ce que justement c'est éphémère? Donc, ça, c'est vraiment toutes les notions qu'il faut un peu défaire et qu'on nous a appris depuis toujours, mais qu'il faut vraiment réussir à casser.
Comme je disais, les bienfaits du minimalisme, eh bien, c'est ça, c'est vraiment un mode de vie, c'est une philosophie. On pense vraiment à la vie d'une manière différente. C'est plus de temps, mais de temps de qualité aussi avec vos enfants, avec vos membres de votre famille, avec votre conjoint, avec les gens que vous aimez. C'est vraiment du temps de qualité pour aussi faire vos activités que vous aimez, faire vos passions, vos hobbies, avoir du temps pour vous. C'est beaucoup plus d'énergie parce que, comme je disais, vous passez énormément de temps à gérer vos objets, à les ranger, les ramasser, les entretenir. Donc, moins on a de stock, plus on est libre, plus on est libéré de tout ça, bien, plus on a d'énergie également. Plus on a d'argent parce qu'on consomme vraiment de manière réfléchie, donc on ne dépense pas sans avoir vraiment posé les bonnes questions. Et c'est une vie qui va être beaucoup plus riche d'expériences. Au lieu d'avoir du matériel, on va vivre des expériences parce qu'on remplace les cadeaux physiques par souvent des sorties, des expériences, des voyages. Donc, vous voyez, ça va être une vie qui va être beaucoup plus riche au niveau, je dirais, pas intellectuel, mais spirituel ou d'expérience simplement, de vécu, que justement juste accumuler des objets dans une armoire qui n'auront aucune signification ou valeur pour plus tard. Et ben, c'est simplement plus de vie, c'est vivre, vraiment avoir beaucoup plus de tout pour vivre. Les bienfaits du minimalisme, eh bien, c'est simplement de vivre dans la simplicité. Ça va simplifier toutes vos routines, ça va simplifier toute votre vie au quotidien. Et c'est souvent ça qui est vraiment aussi mal interprété parce qu'on pense que le fait d'avoir 25 000 gadgets dans notre cuisine, que d'avoir du linge à plus finir, ça va nous rendre service parce qu'on se dit, ben oui, je n'ai pas besoin de refaire du lavage tout de suite, j'en aurai pour 2 semaines. Mais non, à l'inverse, parce qu'on ne fait que repousser les tâches plus tard, et ce qui fait qu'on en a beaucoup plus gros en quantité, donc c'est beaucoup plus lourd. Donc oui, quand on a moins de stock, les routines viennent plus souvent, mais elles sont beaucoup plus courtes. Donc, elles vont être beaucoup plus faciles à faire. Votre vaisselle, vous allez la faire en une fois, en 5 minutes, au lieu que vous les ayez accumuler en fait de la vaisselle dans votre évier, dans votre lave-vaisselle, sur le comptoir. Si vous avez juste 4 assiettes, mais il va falloir les laver si vous voulez les réutiliser. Donc, vous comprenez, vos routines vont être beaucoup plus simples, mais beaucoup plus courtes, beaucoup plus redondantes. Elles vont revenir plus souvent, mais elles vont être beaucoup plus faciles à gérer. C'est une vie d'authenticité parce que vous allez être en accord avec qui vous êtes et que les objets qui vont être autour de vous vont vous correspondre et vous ressembler. Ça va être une vie qui est justement en équilibre parce que vous allez vraiment arrêter de courir, vous allez vous sentir tellement libéré puis tellement à la bonne place, vous allez vous sentir ancré, centré vraiment dans le présent et vraiment, vraiment en accord avec vous-même. Donc, c'est une vie beaucoup plus harmonieuse, où il y a beaucoup moins de conflits, où il y a beaucoup plus de légèreté. Et c'est pour moi la définition également d'être en synergie. Ça veut dire d'être en accord vraiment avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on vit, avec qui on veut être, avec qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie et comment on veut justement la vivre, cette vie-là. Ma petite phrase que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est un esprit sain dans un corps sain. On l'a très souvent entendu, cette petite phrase-là, proverbe-là. Et moi, j'ajoute, et dans un environnement sain. C'est extrêmement important que notre environnement dans lequel on vit soit aussi sain pour nous. Et ben là, aujourd'hui, je vous ai parlé beaucoup du minimalisme, mais pour moi, il y a aussi la tendance zéro déchet qui est très importante, qui est un peu une suite logique du minimalisme. En tout cas, pour les personnes qui, comme moi, le vivent aussi pour pour les bienfaits pour la nature, mais mettons, pour avoir un plus petit impact sur notre environnement et avoir moins, justement, être moins polluant également. Donc, quand on vit un mode de vie minimaliste, bien, c'est sûr qu'on a un impact positif sur l'environnement parce qu'on consomme moins de manière plus réfléchie, on consomme souvent beaucoup plus local. Donc, aussi, ça va être beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. C'est avoir une vie simple, mais qui fait du sens. Et c'est ralentir et se connecter à la nature. Souvent, on parle de minimalisme, on parle aussi beaucoup de ce temps-ci de slow living. Donc, en effet, si on veut pouvoir vivre le slow living, de ralentir, ça veut dire qu'il va falloir enlever des choses dans notre vie. Puis comme je vous disais aujourd'hui, je vous ai parlé des objets en tant que tels, donc vraiment de faire ce processus pour commencer à enlever les biens matériels. Mais une fois qu'on a fait ça, on se rend compte rapidement de se dire, oh, dans mes relations amicales, est-ce qu'il y a des amitiés qui ne sont pas essentielles, qui sont au contraire, qui me tirent de l'énergie, qui sont néfastes, qui sont toxiques?
Ça, là, quand on est minimaliste, on les élimine aussi. On garde beaucoup de bons amis autour de nous. On fait le ménage, on garde vraiment ce qui est les bons amis, les personnes qui sont essentielles pour nous. Après ça, dans les relations amoureuses, c'est la même chose. Dans le financier également, dans le budget, on va dire est-ce que telle et telle dépense est vraiment nécessaire. Dans les activités, des fois, on s'étourdit à faire 12 000 activités dans une semaine. Mais est-ce que ces activités-là font vraiment du sens, sont vraiment importantes pour moi, représentent quelque chose? Donc, c'est ça, c'est vraiment ralentir, vraiment pouvoir se recentrer, mais dans toutes les sphères de nos vies. Donc, que ce soit les activités, que ce soit les amis, que ce soit les loisirs, que ce soit justement les achats qu'on fait. Donc, c'est vraiment réfléchir à avoir une vie qui est beaucoup plus cohérente. Donc, moi, ce que je vous invite, en fait, pour clore, en fait, c'est faire de votre maison votre repère. Pour moi, c'est la traduction du home sweet home. En anglais, on a vraiment ce mot-là qui est home, qui est différent de house. House, c'est la maison, mais home, c'est la maison aussi, mais c'est l'endroit comme la demeure, l'endroit où on vit. Et c'est vraiment, pour moi, la traduction, c'est le repère. C'est de refaire l'endroit. Comme je vous dis au début, maison, ça peut être appartement, même une chambre que vous louez, ça n'a pas d'importance. C'est l'endroit où vous vivez. Eh bien, c'est que cet endroit-là soit votre point de repère, votre point d'ancrage, l'endroit où vous pouvez vous ressourcer, vous reposer, recharger vos batteries pour justement repartir, aller affronter le monde pour une autre journée. Et de faire cet endroit-là qui va vraiment être votre cocon, l'endroit où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir et vivre une vie qui est riche en expérience, en abondance en fait de vie, au lieu d'être en abondance d'objets. Donc voilà, c'était la petite conclusion. Je vous remercie infiniment d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir écouté la conférence. J'espère que ça vous aura apporté une nouvelle perspective sur le mode de vie minimaliste, que vous aurez bien compris que ça n'a aucun rapport avec l'austérité ou de vivre avec très peu. C'est vraiment au contraire de vivre avec simplement ce qu'on aime autour de nous, ce qui nous apporte de quoi, ce qui est en accord avec qui on est. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, laissez-les dans les commentaires. Je vais venir les voir et pouvoir vous répondre. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous laisse un petit peu mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter. Ça me fait toujours plaisir de vous en parler et de pouvoir partager avec vous sur ce sujet qui me passionne vraiment et qui est vraiment rendu ma mission de vie, de pouvoir vous présenter c'est quoi le mode de vie minimaliste et cette philosophie de vie qui pour moi est tellement... apporte tellement de bienfaits que je trouve que si le plus de personnes pouvaient y adhérer, eh bien, beaucoup de personnes seraient beaucoup plus heureuses et en équilibre et en synergie dans leur vie. Merci.